Chef d'accusation suivant. Atteinte à la sûreté de l'État. Et pour le dernier, conspiration pour coup d'État. Au-delà du problème des arrestations arbitraires et des prisonniers, il a été également évoqué les entraves et les tracasseries multiples contre les journalistes et les organes de presse. Le bon accueil et toute l'attention que ces autorités ont bien voulu nous accorder requiert toute notre gratitude. Cette libération de tous les prisonniers, sans exception aucune, est un préalable avant de réaliser des scénarios de sortie de crise au travers d'une conférence internationale sur le Congo. Nous savons que nous sommes en face d'un régime cruel, adepte de la violence et de la terreur politique. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un homme surarmé, des populations abandonnées et traumatisées, des opposants emprisonnés, en résidence surveillée, interdits de circuler tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous comprenons qu'il y a de nombreuses personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui sont décidées à en découdre avec ce régime, en utilisant ces mêmes méthodes, puisque, d'après eux, ce régime ne comprend que le langage de la force et de la violence. Et nous savons également très bien que quand un cycle de violence commence, nous ignorons quand il finit. Et les grands perdants sont toujours les mêmes, à savoir la population. Face aux maux qui minent notre pays, nous avons grand espoir que des solutions non violentes peuvent être mises en œuvre et dans les délais les plus immédiats. Ces solutions passent par la tenue de cette conférence internationale et inclusive sur le Congo. Quels sont les facteurs favorables actuellement qui nous permettent de croire que tout cela est possible? D'abord, les actions diplomatiques. Donc, de nombreuses déclarations et actions ont été réalisées et prises par les pays de l'Union européenne, les USA, le Canada, concernant principalement le dernier processus électoral réalisé au Congo dans des conditions anormales, ainsi que la condamnation des événements survenus dans certains quartiers de Brazzaville et dans la région du Poul. La condamnation implicite de la façon dont les élections présidentielles se sont déroulées au Congo présuppose que le mandat de M. Denis Sassou Nguesso court en principe jusqu'au 12 août 2016. Il y a donc des problèmes non résolus auxquels il faut s'atteler immédiatement pour rétablir la quiétude sociale. C'est dans ce sens qu'il faut se réjouir de la rencontre tenue hier, le 22 juillet 2017 à Brazzaville, du secrétaire général adjoint de l'ONU, M. Jamal Ben Omar, et les membres de l'opposition congolaise. Pour une première fois, l'opposition congolaise, toute confondue, a parlé d'une même voix, puisqu'elle a dit, je cite, « la tenue d'un dialogue inclusif hors du Congo et sous l'égide de la communauté internationale ». En dehors des actions diplomatiques, il y a des actions judiciaires qui ont lieu. Et nous savons que des requêtes ont été faites par les organisations des droits de l'homme, des avocats, auprès de la Cour pénale internationale sur des événements survenus au Poul. Et bien d'autres requêtes ont été présentées dans d'autres juridictions internationales concernant les actes de crimes, de violence, de torture, de viol et de violation des droits humains. Toutes ces actions sont autant des épées de Damoclès qui pèsent sur la classe dirigeante congolaise et qui pourraient être mises en œuvre en cas de mauvaise coopération. Je voudrais parler également des actions économiques et financières. Actuellement, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, ont lieu dans certains pays étrangers des blocages de comptes bancaires et qui seraient susceptibles d'appartenir à la nomenclature. L'affaire dite des Panama Papers d'avril 2016 nous a édifiés sur les opérations de fraude
effectués par des personnalités congolaises au pouvoir au travers des montages sophistiqués. Aujourd'hui, les institutions financières internationales, qu'elles soient bancaires, multilatérales, bilatérales, économiques et financières, font actuellement pression sur le Congo afin qu'une véritable concertation nationale se réalise. Et cela quand on tient compte aujourd'hui du niveau d'endettement, de la mauvaise gouvernance, de la corruption généralisée. Donc, si cela n'a pas lieu, elles exigent qu'elles n'apporteront plus leur concours et aujourd'hui, la crise financière telle qu'elle se réalise gêne énormément le régime de Brazzaville. Ici, nous sommes en France, il y a des pressions des associations panafricaines de France. Le ressentiment est grand auprès de nombreux Africains en France s'agissant du problème du Congo-Brazzaville. C'est ainsi que la situation du Congo-Brazzaville fait partie des préoccupations premières du mouvement panafricain en France depuis la réunion tenue à Ivry en juin 2016. Il y a également, il ne faut pas négliger, et ça se déroule même, des pressions des forces morales. Partout en Afrique comme dans le monde, des organisations de confessions religieuses recommandent que les Congolais puissent se retrouver entre eux et de façon pacifique afin de résoudre leurs problèmes. Évidemment, le problème du Congo-Brazzaville a des impacts dans la sous-région. Tout ce qui s'y déroule est malheureusement repris par certains dirigeants des autres pays de la sous-région. Par exemple, la convocation auprès des services de sécurité des opposants et des prétendants à l'élection présidentielle. La nomination des enfants à des postes de haute responsabilité dans les plus grandes entreprises des pays. L'anticipation des élections et la volonté de se perpétuer au pouvoir. Il faut savoir que si une solution de sortie de crise n'est pas faite en ce moment dans notre pays, cela peut avoir des conséquences imprévisibles dans la sous-région. Et inversement, une solution acceptable pour tous aura un impact positif dans les autres pays. Donc c'est pour ça que nous sollicitons l'implication de la communauté internationale qui doit assurer sa part de responsabilité, notamment par ses organes chargés de la prévention et ou du règlement des conflits. L'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine, l'OIF et les forces morales. Donc actuellement, il y a un processus en marche dans ce sens. Et nous devons de le soutenir. Les compatriotes de l'opposition intérieure, de la société civile, des confessions religieuses, des pays précités plus haut, USA, Canada, pays de l'Union européenne, l'ONU, nous encouragent dans ce sens. L'esprit d'un rassemblement autour de cette option est nécessaire pour lutter contre la dictature en vue de restaurer les conditions de l'état de droit et de la bonne gouvernance. En ce sens, nous devons nous inspirer des idéaux de la Conférence nationale souveraine de 1991 dont le leitmotiv résonne encore dans mon esprit. Car ce que nous voulions à cette époque, il y a déjà un quart de siècle, c'est de rechercher un Congo où l'on ne tuera pas, où l'on ne volera pas, où l'unité entre tous les Congolais préserverait la cohésion nationale. Aucune fatalité ne pèse sur notre pays. Aucun problème, si complexe soit-il, ne peut être résolu si nous ne conjuguons nos intelligences collectives. Et pour ce faire, nous n'avons qu'une chose à faire, nous asseoir sur une même table, et ceci pour les principales raisons suivantes. En acceptant de nous asseoir, nous nous donnons l'avantage de n'être ni dispersés ni dissipés. Le droit de s'asseoir nous permet d'ouvrir toutes les portes en vue d'un sursaut salvateur. C'est le moyen le plus sûr pour lever les malentendus, de comprendre les non-dits, d'effacer les équivoques, d'évoluer vers des compromis dynamiques, de faire l'accord sur nos désaccords. La vertu du dialogue, en permettant à ce que nous nous côtoyions, au-delà de nos différences, nous rend plus forts, et c'est ce qui justifie l'adage selon lequel l'union fait la force.
Compte tenu de l'évolution de la situation au Congo depuis le hold-up électoral et dans le cadre de la poursuite de la lutte du changement au Congo, il est impérieux d'imprimer une nouvelle démarche dans la poursuite de cette lutte. D'où j'estime qu'il est opportun de susciter un nouveau rassemblement avec des acteurs moins sectaires et plus engagés. Mes chers compatriotes, c'est au regard de ces nouveaux enjeux liés au devoir de s'asseoir, comme nous le firent naguère en 1991, que j'ai décidé, en toute âme et conscience, de prendre congé de mes fonctions de coordonnateur général des Assises nationales du Congo. Cela me permettra de poursuivre le travail que nous effectuons, de concert avec les autres Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, et de le faire sans contrainte et dans un esprit plus serein. Malgré nos insuffisances, car nous ne sommes que des hommes, les Assises nationales du Congo ont cherché le rassemblement des Congolais dans l'unité d'action, en associant à la fois des forces diverses, qu'elles soient critiques, alternatives, pacifiques ou de la résistance. Et en se singularisant sur une base transethnique et transgénérationnelle, nous avons obtenu des réussites comme essuyé des échecs. Aujourd'hui, je ne voudrais pas du tout, et loin de là, de moi l'esprit de polémiquer sur un climat désagréable qui pourrait régner au sein de notre organisation, à laquelle j'ai contribué avec d'autres à sa genèse. Par contre, je continue le combat pour la libération du Congo qui est en marche avec d'autres compatriotes et avec de nombreuses associations. Par exemple, les Assises nationales du Congo, USC, avec qui j'étais en contact. À ces derniers, je ne saurais combien leur adresser ma reconnaissance et ma gratitude pour le travail qu'ils effectuent aux USA, sur le continent américain et à l'ONU et bien ailleurs. Je les rassure que nous continuerons à œuvrer ensemble pour le bien de notre pays de façon désintéressée. Et pour nous tous, rejetons l'exclusion, l'intolérance, le sectarisme. Laissons de côté nos divisions et nos divergences, car la thérapie est à la portée de nos mains. Je félicite et je soutiens l'organisation par l'association Les Indignés 242 de la tenue du Congrès des Congolais de l'étranger les 6 et 7 août prochains à Paris. Soyons-y nombreux. Ces jeunes savent que je les ai toujours encouragés dans ce sens. Je suis fier de cette jeunesse qui relève la tête, indignée et non humiliée, combattante et non soumise. L'avenir, plus que jamais, vous appartient, avec le passage de relais qui s'imposera. Sur tous les continents, vous avez acquis des connaissances et des formations qui pourront s'épanouir dans un pays libéré de tous ces travers oligarchiques. Une tâche immense vous attend, nous attend. Relever notre pays du gouffre dans lequel nos aînés, vos aînés, l'ont jeté. Un Congo uni, pacifié, devra s'imposer à tous, seule planche de salut individuel et collectif. Ainsi, nous pourrons promettre un meilleur avenir à nos enfants et rompre définitivement avec les dérives que trop souvent nous avons longtemps connues. Je vous remercie.